Bienvenue sur On Mind Partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec P-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour cet épisode numéro 48 de On Mind Partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Frédéric Klinker que tu as découvert la semaine passée pour la suite de notre échange qui a été déjà passionnant. J'espère que tu as écouté le premier épisode. Si ça n'est pas fait, eh bien, je t'invite à aller le faire. Et si c'est fait, eh bien, j'imagine que tu te souviens qu'il nous a partagé son parcours, ses expériences de vie et comment tout ça, ça l'a mené à créer son projet Motivé pour et l'outil, le Selfie Coach. Mais aujourd'hui, on va aller encore plus loin. Frédéric, il va nous parler de ce qu'il a vraiment forgé, pas seulement ses réussites, mais aussi des moments où tout a basculé, des accidents marquants, des challenges personnels, et comment il a transformé tout ça en une philosophie de vie qui guide son approche du coaching. Frédéric, il ne se considère pas comme un coach au sens classique du terme. Pour lui, le coaching, c'est avant tout une question de connexion humaine, d'expérience vécue et surtout de principes qu'il tire de son propre parcours de vie. Alors tu te demandes peut-être pourquoi on parle souvent des moments difficiles comme des étapes d'apprentissage. Et là, Frédéric, il a une réponse qui va te surprendre. Et si on te disait que c'est justement à travers ces épreuves qu'on trouve la force de se réinventer? Alors, moi, je t'invite à t'installer confortablement comme d'habitude, à te préparer pour une conversation pleine d'enseignements, d'histoires inspirantes et surtout d'authenticité. Frédéric, il va nous ouvrir les portes de son univers et tu vas découvrir une autre facette du coaching, bien loin des clichés habituels. Allez, c'est parti, bonne écoute et on se retrouve à la fin pour la conclusion. On a parlé de ton parcours, tu nous as partagé un peu ton expérience de vie et comment tu es arrivé à créer Motivé pour. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, et que tu le dises d'ailleurs, que c'est l'aboutissement d'une vie, qu'est-ce qui te plaît dans ce challenge et dans cette approche de Motivé pour qui rejoint, moi je l'ai découvert par le monde du coaching, tu t'es formé également je crois en tant que coach si je ne me trompe pas. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans cet outil que tu as créé, dans Motivé pour, dans ce projet Motivé pour, lié au monde du coaching? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Bon, alors, euh, en fait, ça va sembler bizarre ce que je vais te dire, mais pour moi, le terme coach a tellement de signification. Je ne te parlerai pas, je ne me considère pas comme un coach. Mhm. Euh, je ne suis pas entré dans la vie par le coaching, je suis entré dans la vie par la formation. Et c'est la formation qui m'a donné accès au coaching. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a deux choses dans ma vie qui ont influencé énormément ce mode coaching. Quelque chose qui n'a rien à voir et pourtant tout à voir avec ça, c'est le sport. Parce que dans coaching, tu as une notion de sportif. À mon époque, il y a 30 ans, quand tu débutais, tu disais tu es coach, enfin je suis coach, eh bien là, on pensait immédiatement au coach sportif. Voilà. Et dans le coach sportif, ce qui est important, c'est qu'on ne se rend pas compte de ce qu'un coach doit mettre en place avec ses équipes. Là, on est en plein Jeux Olympiques, on voit un Léo Marchand tout souriant, mais il l'explique très très bien, Léon Marchand. Il explique comment, en fait, le fait d'être dans le plaisir de l'instant l'a amené à la performance. Donc, ça remet en cause absolument tout ce que tu peux penser du coaching. Parce qu'en fait, quand tu es coach aujourd'hui d'une équipe, il faut que tu travailles quoi? Il faut que tu relaxes ton sportif. Il faut que tu le dynamises.
Faut que tu lui donnes un pouvoir de concentration. Faut que tu sois complètement dans la créativité pour refaire à chaque fois les exercices, parce qu'ils font les mêmes tous les ans, donc c'est pas évident hein, de faire ça. Il faut que tu crées une complicité avec lui. Hein, pour qu'il y ait un coach, c'est une équipe entre deux personnes, c'est important. Il faut que tu crées l'appartenance, le fameux maillot. Hein, voilà, je fais ça pour la France. Hein, super important. Et puis, à côté de ça, il faut que tu l'amènes à s'affirmer, que tu l'amènes à avoir une bonne estime de soi, mais qu'il arrive à le gérer pour pas que ça lui permette de sortir des clous. Et tu dois en même temps travailler son physique et sa technique. Voilà, ça, c'est un coach. Donc, tu vois la difficulté de tout ça. Moi, quand je te dis j'ai été sportif de bon niveau, euh, j'étais en fait pas du tout architecturé pour devenir sportif de haut niveau. Moi, j'ai commencé le sport parce que j'ai un copain qui est venu me chercher et ça m'embêtait plutôt qu'autre chose parce que moi je regardais Zorro le mercredi après-midi, enfin à l'époque c'était jeudi à la télé et quand il m'a dit viens jouer au basket, voilà, pendant 2 ans il me convoquait même pas au match parce que j'étais tellement mauvais et pendant toute ma carrière de basketteur on m'a répété voilà ce sera machin qui va devenir le meneur de jeu de l'équipe plus tard on le forme et moi, voilà. Et pourquoi, en fait, je suis arrivé à ce niveau, c'est parce que j'ai eu un coach bah, qui m'a permis de développer tout ça et qui s'est intéressé à moi. Pourquoi moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il m'a appris des choses et tout, et il m'a forgé. Donc ça a une part très, très importante dans aujourd'hui mon approche. Et tu vois, quand tu commences à voir ton nom dans les journaux, bon, c'est local, hein, puisqu'on est en train de parler du Parisien régional, mais quand même, ça fait quelque chose pour un jeune. Eh bien, euh, parfois, ça peut t'amener à péter un câble, à croire, à manquer d'humilité. Tu vois. Mais il se trouve que j'avais un coup de bol pas possible, c'est que dans le collège où j'étais à cette époque-là, il y avait le champion d'Europe de boxe, Antoine Fernandez, il y avait le champion du monde de short track, patinage de vitesse sur petite piste, euh, le champion d'Europe également de short track. Les deux allaient faire 2 fois les Jeux Olympiques. Moi, j'étais rien à côté d'eux. Donc, le hasard a fait que ça m'a protégé. Et ça m'a permis de garder. Donc ça, c'est la première chose, c'est cette vision du coaching qui est peut-être pas la même que ce qu'on peut décrire comme coach en entreprise, parce que moi j'ai une vision très globale du coaching. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que dans mon histoire de vie, j'ai eu 3 choses qui étaient très compliquées et qui m'ont forgé, qui m'ont amené aussi à comprendre plein de choses. Et ces choses, c'est que j'ai eu 3 accidents importants. J'ai une fracture du crâne, une double fracture du crâne à Cholet. Donc, bon, je m'en suis. Enfin, j'ai traîné pendant un an quand même des problèmes importants. C'est là où j'ai découvert notamment l'ostéopathie. Mhm. L'ostéopathe qui m'a remis alors que aucun médecin n'avait réussi. Hein. Je ne marchais pas droit, j'avais des troubles vraiment psychomoteurs importants. Bon, mais je m'en suis sorti. Hein. Et puis, il y a une quinzaine d'années, j'ai eu un accident de moto. Et là, je me suis couché sur l'autoroute suite à un guidonnage que j'ai pas pu contrôler. Et je me suis couché, j'ai traversé les 5 voies de l'autoroute. Les 5 voies sur le ventre, comme un parachutiste. Et j'ai touché personne. Sauf à la fin où ma jambe a touché un camion qui passait. Euh, et, et là, tu te dis, euh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es encore vivant? Ton scoot, c'était un scoot à 2 roues à l'avant, mais c'était une grosse cylindrée. Il était en feu. Toi, tu t'arrêtes à 20 centimètres du rail de sécurité, donc tu n'es pas coupé en deux. Tu te dis, voilà, je suis encore vivant. Je me relève. Euh, bon, là, tu ne peux voir que le soleil qui brille.
c'était la deuxième fois que ça m'arrivait. Je peux te dire qu'à chaque fois que je me suis relevé de ça, je me suis dit, bon, le mental, il est quand même super important et il faut arrêter de voir la vie comme étant compliquée. Bien sûr qu'elle est compliquée. Elle est compliquée pour chacun de nous. Voilà. Mais en fait, c'est pas la vie qui est compliquée parce que c'est la vie. La complication fait partie de la vie. Ce qui est compliqué, c'est la façon dont on va vivre cette vie. Et c'est ça qui va nous donner ou non cet état de stress ou pas. Et puis, le dernier truc qui m'est arrivé, qui a quand même remis les choses en place, c'est que pendant le Covid, je me sens pas bien. Voilà, je vais passer une prise de sang, puis là, c'est la catastrophe. Je me fais convoquer par le service de cancérologie et on m'annonce que voilà, j'ai un cancer. Euh, et là, tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? Comment est-ce que je peux gérer cette situation avec le mental? Euh, et là, tu te dis, est-ce que j'accepte cette information ou pas? Et en fait, euh, comme tu es un sportif, tu connais ton corps, tu te dis, bah non, je suis pas d'accord. Et donc, tu vas montrer tes résultats à un autre médecin, qui est un médecin généraliste, une médecin en l'occurrence. Et elle te dit, bah non, monsieur, en fait, pour moi, c'est pas un cancer. Vous avez autre chose. Et elle avait raison. J'étais en train de faire une espèce d'infection généralisée liée à quelque chose qu'il fallait que j'opère en urgence. Et que on m'a opéré. Une semaine plus tard, je n'avais plus rien. Voilà. Et mes résultats étaient redevenus nickel alors qu'ils étaient catastrophiques et que j'étais vraiment dans une fatigue. Quand ça t'arrive et que tu as cette espèce de saut émotionnel qui va de bon ben voilà, qu'est-ce que je fais moi, très clairement j'étais en train de penser à l'après hein, pour mes enfants pour et que tout d'un coup tu as cette nouvelle que ben non en fin de compte c'est une erreur. Euh, et que on te sculpte pendant 2 heures pour trouver des ganglions qu'on ne trouve pas. Et on te dit au final, bah oui, c'est vrai, on s'est trompé. Comment tu prends la chose? Comment tu te remets de ça? Et en fait, c'est là où vraiment je me suis dit, motivé pour, il faut que je le monte. Parce que j'utilise certaines techniques, et heureusement que je les avais, qui m'ont permis de ne pas m'effondrer et de passer cette étape. Voilà. Donc, tu vois, entre le coaching dans le sport et ces trois histoires de vie impactantes, eh bien, il y avait deux bonnes raisons de faire quelque chose qui me ressemblait et qui était que l'explication de comment je m'en étais sorti. En fait, de nouveau, tu vois, moi, j'écoute ça avec attention, et puis j'ai mon spectre à moi, qui est ma carte du monde à moi, quoi, disons. Ça m'a fait penser, je le cite, alors je veux pas que ce soit mal interprété par les gens, etc. Il n'y a pas de raccourci ou de formule magique, mais ça m'a fait penser quand tu expliquais que bah, la vie, oui, la vie, elle est difficile pour tout le monde et qu'on a chacun nos difficultés, entre guillemets, mais que c'est finalement, bah, ça fait partie de la vie, ces difficultés-là, et que c'est comment on les appréhende, comment on y fait face, comment on va les recevoir qui est important. Ça m'a fait penser à un livre qui, moi, m'a beaucoup touché, parce que c'est un livre qui est assez rude quand même à lire au départ, mais qui m'a appris beaucoup, que j'ai déjà cité d'ailleurs dans ce podcast, qui est un livre de Viktor E. Frankl, qui s'appelle Trouver un... Alors, le titre exact, je sais plus, un truc dans le genre de trouver un sens à sa vie grâce à la logothérapie, où il explique justement un peu il donne enfin, moi je l'ai interprété comme ça, la notion de responsabilité, et il décortique le mot en expliquant que la responsabilité de chacun, c'est l'habilité à répondre à une situation, et que finalement, bah, il n'y a pas une situation qui est plus positive ou plus négative, et que c'est que toi, comment tu vas la voir. Lui, il a été déporté dans un camp de concentration à la Seconde Guerre mondiale, il a perdu
beaucoup de membres de sa famille. Donc je pense en termes de choses dramatiques pour le commun des mortels, il en a traversé certaines. Et voilà, ça m'a fait penser à ça, le fait de se dire que, bah oui, il y a des difficultés dans la vie. On a tous nos problèmes et ils sont plus ou moins importants, mais l'important, c'est surtout comment on y fait face et comment on les affronte, ou on les surmonte, ou on les accepte, ou on les accepte pas, etc. Donc, ça m'a fait penser à ça, ce parcours-là. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que quand on parle de grandes étapes comme ça, on prend plutôt des étapes qui, sur le papier, peuvent paraître un peu négatives. C'est-à-dire que, tu vois, tu parles de ces trois accidents, qui sont trois choses qui auraient pu être dramatiques. Heureusement, elles n'ont pas été. Pourquoi c'est souvent ces étapes-là, des étapes plutôt, euh, je mets des guillemets, hein, de nouveau, négatives ou dramatiques, qui font office d'apprentissage pour l'être humain? Ouais. Ça, c'est une vraie question de coaching. Alors, je vais rajouter une chose qui est importante. C'est que, effectivement, je t'ai dit que j'avais eu trois accidents, mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai eu des accidents, je suis capable de gérer en coaching des gens qui ont eu des accidents. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas le fait d'avoir un accident qui est important, c'est le fait d'avoir géré cet accident et d'avoir compris quel mécanisme j'avais mis en route pour pouvoir les gérer. Voilà. Il y a beaucoup de coachs actuellement qui me disent j'ai eu un burn-out, donc je sais de quoi je parle et je peux traiter les burn-out. Soit, mais c'est pas parce qu'on a eu un burn-out que on va pouvoir aider quelqu'un qu'on a un aussi, parce que ça peut aussi réveiller des choses très très lourdes. Euh, voilà, moi couramment j'ai des gens qui viennent me voir et qui ont par exemple des problèmes avec leurs enfants. Moi j'ai élevé cinq enfants. D'accord. Comme tous les parents, je pense, enfin du moins moi c'était mon cas, je ne vais pas globaliser, mais j'ai pas eu le mode d'emploi quand j'ai eu les enfants. Et surtout, moi je me suis élevé quasiment tout seul, et donc ben, je pensais que mes enfants allaient s'élever tout seuls aussi, et puis j'étais très pris. Très clairement, mes deux premiers enfants, j'étais pas forcément très présent. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que je savais. Et heureusement, elles s'en sont sorties. Euh, et, euh, et ensuite, ben, là, par exemple, ma dernière, elle a 13 ans. Je suis très présent avec elle et je ne refais pas les erreurs que j'ai faites avec les deux premières. Bon, euh, j'ai un petit gars qui a 18 ans, là, qui vient d'avoir son bac. Je revis ses études à travers lui. Donc c'est comme si moi je faisais des études, je le fais répéter, je l'aide. Tout ça, pourquoi j'arrive à le faire? C'est parce que j'ai connu des choses dans ma vie, ça s'appelle l'expérience, mais que je ne me suis pas arrêté à l'expérience. L'expérience ne suffit pas. Il faut de l'expérience et ensuite étudier le pourquoi de cette expérience, la mécanique qui t'a permis de régler certains problèmes. Si tu t'arrêtes juste à l'expérience, c'est pas suffisant. Voilà. Et puis, la difficulté de l'exercice, c'est qu'en tant que coach, ton expérience est la tienne, mais elle n'est peut-être pas forcément celle de l'autre. Et tout ce que je t'ai raconté sur mon parcours de vie, et notamment sur le fait d'avoir plein de visions de la vie, fait que je sais que ma vision n'est pas forcément la tienne. Parce que ça, je l'ai appris. Et la vie me l'a appris. Donc là-dessus, j'ai beaucoup de recul et je m'extrais du fameux faites comme moi parce que j'ai réussi, parce que ça marche pas. Voilà. Donc ma vision, elle est là. Je sais pas si ça répond exactement à ta question, mais si tu veux, il faut se méfier des fausses bonnes idées qui consistent à dire que parce que tu as vécu la même situation, tu peux régler une situation. Parce que, parce que tu l'as vu, c'est plus la même époque, c'est toi, et alors que là, tu es en train de régler un problème, c'est pas toi. Et puis, est-ce que tu as bien réfléchi à la situation que tu as vécue? Qu'est-ce que tu en as tiré? Comment tu l'as analysé? Si tu n'as pas fait tout ce chemin-là, tu pourras pas. Mhm. Tu feras en fait du transfert
Et ça, quand tu commences à faire du transfert en coaching, c'est le début des problèmes. C'est que tu vas inviter l'autre à penser comme toi tu penses. Et là, on n'est plus dans le coaching. Voilà, on est dans le conseil. Et ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher du tout. Ouais, Donc complètement. l'écoute, elle est importante. Quand on dit avoir de l'écoute, c'est important. Mais c'est aussi l'écoute de soi. Et l'écoute de soi, dans ce que je décris comme étant l'écoute de soi, c'est l'écoute des mécanismes. Euh, c'est pas tellement l'écoute des bobos. Les bobos, on en aura tous. Et voilà, je ne dis pas qu'il faut serrer les dents et puis avancer quoi qu'il arrive. Je dis que tu vois, je vais te citer un cas qui est précis. Souvent, j'ai aussi des gens qui me disent, oui, mon entreprise ne fonctionne pas, euh, je suis en perte totale. Moi, je t'ai dit que dans mon parcours, j'avais été directeur des ventes internationales. J'avais très bien gagné ma vie. J'ai vendu une société. Bon, malheureusement, je n'ai pas touché l'intégralité de cette somme parce que tu penses bien que là, je serais au soleil. Mais un de nous a touché beaucoup et il est au soleil. Donc moi, je devais continuer à travailler. Et j'ai travaillé, j'ai monté ma boîte. Et puis à un moment donné, ben, j'avais 8 collaborateurs. Et puis il y a eu une crise énorme, une crise pétrolière. Là où j'avais 200 jours d'assurés en formation, je me suis retrouvé avec zéro du jour au lendemain. Et 8 personnes à payer. Et tu vois, j'ai fait une erreur. J'ai continué à les payer en me disant, on trouvera du boulot, on trouvera du boulot. Eh ben, on n'a pas trouvé. Donc, en fait, moi, j'animais et mon salaire, évidemment, enfin, mon chiffre d'affaires n'était pas suffisant pour payer 8 personnes. Et donc, à un moment donné, bah, j'ai vu arriver des gentils huissiers qui m'ont dit, Monsieur, on va tout vous reprendre. Et donc, je suis reparti à zéro. Euh, je roulais en Porsche et je me suis retrouvé avec une Twingo automatique qui calait à tous les feux rouges. Voilà, ça, c'est la réalité. Tu vois, c'est le principe de réalité. J'ai donc dû faire face à quelque chose. Et tout le monde me disait, mais comment tu fais, Frédéric, pour pouvoir t'en sortir et pas sombrer? J'avais une magnifique maison, je l'avais plus. J'avais un duplex au Touquet, je l'avais plus. J'avais plus rien. Et j'avais en plus des dettes. Comment faire pour s'en sortir? Eh ben, en fait, c'est là où tu comprends ta mécanique. Si j'étais arrêté, ah bah oui, moi aussi j'ai eu des problèmes, mon entreprise n'a pas toujours marché comme je l'aurais voulu, bah voilà, fin des débats et on va se mettre à pleurer tous. Mais ce qui était important, c'était pas pourquoi j'en étais arrivé là, parce que je savais très bien pourquoi j'en étais arrivé là. J'avais fait juste une faute d'entrepreneur. C'était comment je m'en étais sorti et comment mentalement j'avais pu ne pas sombrer, parce que si je sombrais mentalement, ben, je sombrais commercialement. Mhm, mhm. Et là, ben, j'ai remonté les manches et puis je suis reparti au combat et j'ai été rechercher des clients et j'ai tout remboursé. Et j'ai refusé de déposer bilan avec ma société pour pouvoir tout rembourser. Et donc, je peux regarder tout le monde les yeux dans les yeux, j'ai pas de souci. Voilà. Le truc, il est bien là. C'est l'important, c'est pas ce qui t'arrive dans ta vie. L'important, c'est la manière dont tu vas traiter ce qui t'arrive dans ta vie. Et l'important, c'est ce que tu vas en tirer. C'est la connaissance de soi-même. C'est pas tellement savoir où tu as mal, où tu as pas mal. Non, c'est savoir quelles sont les mécaniques qui vont t'amener à pouvoir faire face, à pouvoir t'en sortir. Et si tu comprends ces mécaniques, eh bien, après, tu n'as plus qu'à les dupliquer. Parce qu'il y a deux manières de voir la vie. La première manière, c'est de se dire que tu ne vas pas recommencer ce qu'a foiré. Et la deuxième manière, c'est de te dire que tu vas dupliquer ce qu'a réussi. Et c'est pas du tout la même façon de voir la vie. Tu vois? Mhm, mhm, mhm. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais tu vois, voilà, hein, moi j'ai toujours fonctionné comme ça sur les interviews, je rebondis au fur et à mesure de la discussion, parce que c'est un échange hein, avant tout. Comment, tu vois, les gens qui nous écoutent, euh, ils se disent, OK, c'est super ce que tu es en train de nous dire, on adhère, pas de problème. De quelle manière ils peuvent aller identifier justement ces mécanismes chez eux?
Qu'est-ce qui leur permet de le faire? Là, je vais expliquer ça dans la partie outils. Mhm, Quand tu vas me questionner sur le selfie, parce que c'est ça le selfie. mhm. C'est pour ça que je l'ai créé, en fait. Le selfie, c'est la mécanique que j'ai utilisée pour m'en sortir moi. Voilà. Alors, je ne te dis pas que c'est la mécanique ultime. Je te dis que cette mécanique, bien utilisée, elle marche très bien. Voilà. Ça, c'est Complètement. sûr. Euh, mais ça ne guérit pas tout. Donc, euh, oui, je vais t'en parler, mais au moment où tu aborderas cette thématique. Parce qu'en On fait, va, c'est la on suite va y logique. aller, on va y aller gentiment. Avant ça, avant de passer sur le selfie, mais ça fera une très bonne transition. Mais peut-être avant ça, ben, moi, ce que j'aime aussi dans ton parcours, c'est justement le fait que tu aies de l'expérience. Tu as touché un petit peu du doigt déjà hein, en expliquant un peu ta vision du coaching, certaines balises à mettre par rapport quand tu parlais du burn-out et le fait parce qu'on a vécu une expérience, et ben essayer de soigner. Alors, moi, je pense qu'on soigne pas, mais, euh, mais j'aimerais avoir ton avis sur l'évolution de ce monde du coaching, justement, avec ton expérience de vie et depuis le temps que tu peux fréquenter des managers, de la formation, enfin, tu vois, tout ce monde de l'accompagnement, je vais l'englober comme ça. Euh, Comment tu vois cette évolution du monde du coaching aujourd'hui? Alors, pour répondre à cette question sur l'évolution du coaching, faut d'abord comprendre comment je vois le coaching, Mhm. moi. Ouais, tout à fait. C'est ma vision, non pas la vision du marché, mais ma vision moi. Donc, comme je te l'ai dit avant, moi, j'ai pas choisi de faire du coaching. Hein. Donc, le coaching, pour moi, c'est une suite logique de la formation. Donc, en fait, j'ai un principe dans tous mes coachings, c'est le principe de réalité. Voilà, tu as un objectif à atteindre, il y a un principe de réalité, et euh, je suis aujourd'hui, et ça c'est la vision du coaching, très embêté avec des termes comme le bonheur en entreprise. Tout ça, ça demande à être clarifié. C'est quoi le bonheur en entreprise? Ça, c'est important de le savoir parce que du coup, c'est plus du tout la même chose en termes de coaching. Si tu me dis, moi, je veux vivre 24 heures sur 24 le bonheur dans ma vie, là, c'est pas du coaching qu'il faut, c'est plutôt des prières, tu vois, parce que malheureusement, la vie, elle n'est pas comme ça. C'est le principe de réalité. Donc, déjà, moi, j'ai ce principe-là qui est très ancré en moi. C'est un principe de réalité qui te dit que le bonheur en entreprise, c'est déjà t'éclater dans ce que tu fais. Mais que pour t'éclater, parfois, bah, tu es amené à faire des choses qui t'éclatent pas. Et c'est exactement le même principe que quand tu es en vacances, bah, si tu profites de ces vacances, c'est qu'avant, tu as travaillé. Parce qu'autrement, ce ne sera pas des vacances. Voilà. Donc, il faut accepter les deux facettes de ça. Et le coaching, c'est aussi ça. C'est de pouvoir passer d'un état à un autre, un état travail, à un état vacances, par exemple, et de t'éclater dans les deux conditions. Et c'est pas évident de se mettre. Donc, si tu veux, tout ça pour te dire que moi, le coaching, je vois ça comme, je me considère comme un artisan. Hein, et je veux surtout pas que ça change. Je veux le rester. Euh, je, je suis très inquiet par l'industrialisation du coaching, dans le sens les dérives de ce métier avec des salles de 3000 personnes, des méthodes qui, en fait mettent la plupart du temps les gens en danger. Ça me fait peur. Hein. Alors pourquoi ils les mettent en danger? Bah parce que souvent c'est des coûts exorbitants, hein, qui les met sur la paille, qui les mettent sur la paille, soit c'est des fausses promesses. Hein, t'es cul-de-jatte, on va te dire que tu vas gagner le 100 mètres, c'est juste pas possible. Soit on va te mettre sous dépendance. Voilà. Tout ça, pour moi, ce n'est pas du coaching, très clairement. Voilà. Moi, je ne suis pas dans cette veine-là. Alors, s'il y a des gens à qui ça plaît, il n'y a pas de souci. Moi, vois. Mais c'est pas le type de coaching que j'entends. Donc, le coaching reste un rapport, en fait, humain entre une personne et un autre.
et une autre personne. Comment tu vois le coaching? En fait, on se met d'accord sur le coaching que je vais te décrire. Mhm, Le mhm. coaching que je vais te décrire n'est pas le coaching de masse, mais c'est bien le coaching humain en face à face qui part d'un principe de réalité et d'un objectif qu'on va donner. Ah. L'idée, c'est que si tu me dis effectivement que ton objectif, alors que tu es QJAT, c'est de gagner de 100 mètres, il y a deux possibilités pour moi, hein. Là, c'est de te faire beaucoup, beaucoup de séances de coaching et je vais gagner de l'argent hein, parce que je pense que ça va durer un certain nombre d'années. Ou alors, je peux te dire que tu peux aussi décider d'aller faire des courses, mais contre d'autres QJAT, ou alors d'aller développer autre chose, d'autres qualités, où là, être QJAT, tu t'en fous. En fait, c'est plus le problème. Voilà. Et ça, c'est une vision du coaching. Et c'est, en tout cas, c'est la vision que moi, je mets en place. Donc, le coaching pour moi, c'est d'abord une affaire d'homme. Et, je vais te citer une anecdote qui est assez incroyable. C'est que euh, je suis au CDI, collège d'ingénieurs, donc, et puis il y a John de Souza. Et John de Souza, c'était un collégien donc, qui a fait le CDI il y a un certain nombre d'années. Et ce type, en fait, il a gagné énormément d'argent. Il a créé, en fait, une société qui s'appelle Flash Communication. Et puis, cette société, il l'a revendue à Microsoft et ça va devenir Messenger. Donc, il est devenu euh, très riche en très peu de temps après son départ du CDI. Et donc, il est revenu pour expliquer pourquoi, en fait, et tu peux te dire, mentalement, est-ce qu'il a un coach? Non, il n'a pas de coach. Mais en fait, il se coach énormément. Et lui, il part du principe de deux principes, qui sont des principes de réalité. Le premier principe, c'est que sans travail, tu n'obtiens rien. Et donc, lui, il a bossé énormément. Et le deuxième principe, c'est que sans réseau, sans contact humain, il est très difficile d'obtenir quelque chose. Et il raconte l'histoire suivante. Il dit, voilà, moi je suis arrivé et puis je faisais partie d'un grand cabinet de consulting au départ. Et pour monter rapidement dans la hiérarchie, j'ai regardé la présidente de ce cabinet et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? Et cette personne avait un problème, c'est qu'elle n'arrivait pas à répondre à tous ses mails, à les gérer et tout. Et il lui a dit, bah, écoutez, moi, si vous voulez, je vous les gère. Voilà. Il est rentré en contact comme ça avec cette personne. C'était culotté, hein. Et la personne lui a dit, bah, oui, si tu peux, fais-le. Hein. Du coup, il a créé un réseau très fort avec cette personne qu'il a amené ensuite à monter. Et c'est là qu'il a développé son réseau, connu des gens. Il explique ça aux gens qui étaient dans la salle. Et il dit aussi qu'il est passionné de footing et que il va, là, tant qu'il est en France, hein, puisqu'il est aux États-Unis, eh bien, il va courir souvent au Bois de Boulogne euh, pendant son séjour en France. Et ça se passe. Une semaine plus tard, euh, les gens qui étaient présents dans cette salle, en fait, voulaient tous travailler pour ce type-là, qui avait une société bien assise. Et puis, en fait, il a embauché personne. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils étaient techniquement en dessous, parce qu'ils étaient tous très très bons dans leur métier, puisqu'ils étaient, Mhm, c'était le top. C'est tout simplement parce que il n'y avait pas une personne qui lui avait dit est-ce que je peux pas venir courir avec vous au Bois de Boulogne? Pour créer en fait le lien, créer le fameux réseau. mhm. Euh, Et les gens qui lui avaient demandé d'être amis sur LinkedIn, en connexion, n'avaient même pas pris le soin d'écrire une phrase. Ils avaient juste envoyé une demande de connexion. Et il est revenu et il leur dit, vous voyez, le type qui était venu, enfin, si vous étiez venu courir avec moi, je vous aurais embauché tout de suite. Mais là, je sais que vous n'êtes pas prêt. Et en fait, si vous n'avez pas ce côté réseau, donc communication humain vers l'humain, vous n'y arriverez pas. C'est pas possible.
Et ça, c'est très significatif du métier de coach. En fait, le coach, c'est l'humain vers l'humain. Voilà. Et si un coach doit pouvoir développer quelque chose chez quelqu'un, c'est développer cette capacité à créer le lien chez l'autre, à être. Alors, j'aime pas trop ce mot parce que ça veut pas dire grand-chose et ça a été galvaudé, c'est authentique, à être toi-même, si tu veux, tout simplement, pas quelqu'un d'autre, juste toi-même, avec qui tu es avec tes valeurs, avec ta façon de voir les choses, qui ne sont pas forcément les mêmes que l'autre, et avec tout le respect que tu as face à des gens qui n'ont pas forcément la même façon de voir les choses que toi, mais qui peuvent être très complémentaires à ce que tu fais. Voilà. D'accord, Donc, pour moi, quand tu me poses, une fois que tout ça est dit, quand tu me dis comment tu vois le coaching évoluer, ben, j'ai l'impression que le coaching évolue vers une espèce de standardisation de méthodes. C'est euh, être heureux en 5 points, être efficace en 3 méthodes. Et dès qu'on me dit ça, moi, j'ai tendance à me dire, OK, mais alors, si c'était aussi simple, pourquoi on l'a pas fait avant, quoi? Et pourquoi les gens qui produisent ces méthodes ne sont pas, de leur côté, heureux. Euh, donc il y a un truc qui m'embête. Il y a une espèce de non-cohérence entre les outils qui sont proposés et ce que tu peux voir dans la vie réelle. Ça, je t'avoue que c'est une évolution du coaching que je vois qui est, qui me pose question. Voilà. Euh, En plus, quand j'ai débuté le coaching, c'était, on était plutôt considéré comme des conseils. Aujourd'hui, le coaching est devenu quelque chose de très standardisé. Euh, alors, c'est bien à la fois parce qu'il y a des règles. À la fois, à un moment donné, poser des questions, c'est super. Obtenir de quelqu'un ses propres réponses, c'est génial. Mais à un moment donné, quand tu es face à quelqu'un à qui tu poses la question et que tu la répètes, parce qu'on t'apprend qu'il faut la répéter, la question, et que la personne, eh ben, elle est coincée, eh bien, à un moment donné, le coaché, le client, il attend quelque chose. Il attend quelque chose qui lui permette d'être débloqué. Et ce quelque chose, ben, ça peut être des propositions. Et, euh, et ça, euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dit en coaching, mais à un moment donné, poser des questions, est-ce que ça règle tout? Ah, c'est une vraie question que je pose là. Alors après, au niveau du coaching, ben, il y a, le mot coaching est complètement galvaudé maintenant. Tu es coach en n'importe quoi, tu es coach en dressage d'escargots. Enfin, c'est incroyable. Donc, il faut qu'on remette les mots sur le coaching. Tu as une palanquée quand même d'écoles de coaching qui ne sont pas très, très sérieuses, hein, qui te forment en un week-end, en une semaine. Bon, tu vois le chemin de vie qu'il faut pour être coach, donc ça manque un peu de sérieux, tout ça. Quand je vois des gens de 30 ans qui font des masterclass de coaching, euh, je suis assez dubitatif. Voilà, alors si ça marche très très bien, il n'y a pas de souci, hein. Maintenant, le coaching, il ne faut pas que ça devienne une porte de sortie pour les gens qui sont soit licenciés, euh, soit qu'on fait un burn-out, par exemple. Voilà, c'est pas ça le coaching. Le coaching, c'est vraiment un truc où tu as envie soit d'aider et non pas de sauver, hein, parce que la limite est très fine. La problématique, c'est comment tu vas aider les gens. Et là, il existe des tas de techniques aujourd'hui où nous sommes dans les limites. Qu'est-ce qu'est le coaching? Où est-ce qu'on commence? Où est-ce qu'on s'arrête? Voilà. Le coaching, ce n'est pas soigner.
Donc, il faut faire très attention à ça, hein. Un coaching, c'est trouver des solutions. Après, il y a des concepts qui me paraissent flous, que je vois apparaître sur le marché, qui sont d'ailleurs très décriés, hein, Mhm. voilà, avec des termes qui sont utilisés plutôt par des scientifiques et qui deviennent, voilà, tu vois apparaître les neurosciences partout, hein, voilà, mais pour être neuroscientifique, il faut des études très poussées. Voilà, le quantique, moi je comprends pas ce que ça veut dire. La pleine conscience, la meilleure version de soi. Enfin, euh, on- j'ai l'impression que le coaching va vers une espèce de complexification, alors que le coaching, c'est très simple, en fait. C'est, voilà, je n'arrive pas à obtenir mes objectifs, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça le coaching, hein. Il n'y a pas de magie dans le coaching. C'est quelque chose de très, très important. Alors, après, où est la limite entre le coaching et la psychologie? Bon, je sais que moi, je travaille essentiellement en entreprise. Je ne fais pas de psychologie. Je fais bien du coaching. Voilà. Et le coaching, ça répond pas à tout. Ce n'est pas la solution universelle qui répond à tout. Et surtout, ça répond pas à tout le monde. Voilà. Donc, quand on prend un coach, il faut déjà bien s'entendre avec lui et puis être en accord avec les méthodes qu'il va utiliser. Autrement, c'est très compliqué, hein. Et moi, je me souviens d'un truc, c'est Paul Ware, l'inventeur des portes d'entrée. Paul Ware, il disait, en fait, en 3 questions, tu peux faire pleurer n'importe qui. Et d'ailleurs, il en faisait la démonstration. Voilà, ce qui n'était pas toujours euh, très faire, mais derrière, il se rattrapait en offrant des séances. Bon, maintenant, euh, avec la facilité qu'on peut avoir à créer l'émotion chez quelqu'un, une émotion impactante, est-ce que c'est ça le coaching? Est-ce que c'est créer l'émotion? Est-ce que moi, coach, si je vois quelqu'un pleurer devant moi parce qu'il a pris conscience de... est-ce que je suis en train de le coacher? Ou est-ce que je suis en train, moi, de me faire plaisir et de me dire que ben, j'ai posé une question impactante, voilà, ça me fait du bien parce que c'est peut-être ça la solution, mais je n'en ai absolument pas la sûreté. Et puis surtout, est-ce qu'une fois que j'ai fait pleurer quelqu'un, j'ai les outils pour lui redonner le sourire? Mhm. 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 Voilà, ça, c'est des vraies questions de coaching. Voilà comment je vois le coaching aujourd'hui. C'est à la fois un merveilleux outil et à la fois un outil qui peut être très rapidement en dérive. Et ça serait bien qu'on remette un peu un cadre. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère que cette deuxième partie de notre échange avec Frédéric Linger, elle t'a autant inspiré que moi. On a vu comment le sport, la résilience et ces épreuves de vie marquantes, elles ont façonné son approche du coaching et de la vie en général. Moi, ce que je retiens, c'est que peu importe ce que la vie nous balance un petit peu, c'est notre manière de réagir, de s'adapter et de rebondir qui fait toute la différence. Mais attention, on n'a pas fini, hein. Il reste encore quelques pépites dans notre échange avec Frédéric. Donc la semaine prochaine et les semaines suivantes, on va attaquer la troisième et ensuite la quatrième et dernière partie de notre échange. Et crois-moi, ça va être encore plus concret. Frédéric, il va nous parler de son outil phare dont je t'ai déjà parlé plein de fois sur cette émission, le Selfie Coach. Une méthode super simple et visuelle pour mieux comprendre ses propres émotions, ses motivations. Et donc, si tu as envie de découvrir des outils pratiques pour te coacher toi-même ou pour coacher et accompagner les autres, c'est vraiment le moment de rester à l'écoute. On va aussi parler de pragmatisme, d'humilité dans le coaching, mais surtout de l'importance de l'expérience et de l'adaptabilité. Comment on peut construire des relations humaines solides grâce à la communauté et à la collaboration. En gros, un programme riche qui va te donner de vraies clés pour avancer dans ta vie pro comme dans ta vie perso. Merci d'avoir été là jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Si tu as aimé cet épisode, eh bien comme d'habitude, n'hésite pas à le partager, à laisser un petit commentaire ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et tu peux aussi eh bien, nous rejoindre, en l'occurrence sur LinkedIn, pour ne rien rater des différentes sorties, des différents commentaires, pour participer aussi aux discussions.
On se retrouve très bientôt, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode de On Mind, Partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Et d'ici là, eh bien, prends soin de toi. À très vite. Bye bye.